Bonjour, vous regardez Côté A, votre émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. Selon la définition courante, l'adolescence est la période de la vie humaine située entre la puberté et l'âge adulte. L'OMS définit l'adolescence comme étant une étape qui va de 10 à 19 ans et la jeunesse celle qui va de 15 à 24 ans. Qui dit adolescent dit crise de l'adolescence ou adolescent difficile. Comment comprendre et aider un adolescent en pleine crise? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Bonjour Edwige. Bonjour Roselyne. Et on a deux invités de qualité aujourd'hui. Bonjour Monsieur Prince Kouka. Bonjour. Vous êtes psychologue, c'est Oui. bien ça? Oui. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va? Bien, Emmanuel Rose. Kanté. Bien, Que beaucoup bien. peut-être reconnaîtront. Oui, sûrement. Comment ça va? Très bien, la Vous êtes forme. tutoyé, ça va non? Oui, tranquille, hein. Tranquille. Très bien, là. Alors nous allons parler des adolescents. On est ici pour certains parents, tous été adolescents. Pour certains, on a fait une bonne crise d'adolescence, pour d'autres, pas du tout. Alors, la question à laquelle on voudrait répondre, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour comprendre un adolescent en pleine crise, si crise il y a, si crise est visible, parce qu'on va le comprendre par la suite, c'est que des fois, on peut avoir un enfant en pleine crise, mais sans le remarquer. Et comment faire pour aider un adolescent difficile? Alors, toi, Elvie, toi, comment tu répondras à cette question? Déjà, c'est de connaître la personnalité de son enfant. Je pense que le parent devrait connaître, avoir cette relation particulière avec son enfant déjà avant la période pubère. Donc je vais dire de 0 à 7 ans, connaître la personnalité pour voir à quel moment il y a la cassure ou bien la transition en fait. Des fois on est surpris, peut-être parce qu'on n'a pas la pleine connaissance de qui est notre enfant. On a peut-être vécu sur le même toit que lui, mais on ne le connaît pas. On le connaît pas. Et déjà ça permettrait déjà pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre enfant. Et je vais parler de la chose la plus évidente, la communication. C'est vrai aussi que des fois on ne sait pas comment communiquer parce qu'en tant que parent, on peut avoir des activités, un emploi du temps très chargé. La vie devient stressante ces derniers temps. Pour gagner sa vie, c'est difficile, il faut travailler du matin au soir. Et des fois, nous-mêmes en tant que parents, on a un problème de santé mentale, on a besoin de repos, que quand on rentre chez nous, on ne se dit pas qu'il y a ces êtres-là, qu'il faudrait faire attention, s'occuper, discuter, dialoguer, entretenir une relation, parce qu'on va sur la base de l'évidence. On va se dire, bah, c'est mon enfant, c'est normal, je le connais. Mais non, comme tout humain, on doit développer la relation, passer des temps de qualité avec la personne pour favoriser la communication. J'aurais une question à poser à monsieur Kouka. Déjà, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre l'adolescence et la puberté? Oui, il y a une différence parce que on peut dire que la puberté est une caractéristique que l'on peut retrouver chez l'ado. L'adolescence, comme vous venez de définir, c'est une période, c'est une étape de la vie. Tous, à un moment, nous avons été ados. Mais généralement, pourquoi il y a ce parallélisme-là? Parce que quand on parle de l'ado, vous avez parlé de l'âge. Quand on prend de 10 ans, 11 ans, 14 ans, ça fait partir aussi de l'âge à laquelle il y a le changement au niveau de l'organisme, qu'on appelle, que tous connaissent par exemple, la puberté. Vous voyez? Donc du coup, c'est pourquoi ça a tendance à pouvoir aller de pair. Et quand on parle de l'adolescence, de crise d'adolescent, pourquoi? Parce que au moment de la puberté, il y a des changements, il y a des modifications qui font en sorte que l'on puisse constater qu'effectivement, qu'il puisse avoir ce changement de comportement auprès, par exemple, de l'ado. D'accord. Donc c'est un peu ça. Et mon autre question pour soutenir celle-ci, c'est comment est-ce que du coup on définit une crise d'adolescence? La crise d'adolescence,
c'est du fait déjà, bon, je vais aller dans des termes un peu plus simples, hein, c'est que la société a des règles établies. La société a des règles établies. Donc du coup, la crise de l'adolescence, on constate qu'il y a une sorte de rébellion. Il y a une sorte de comportement qui part dans le sens de l'opposition à ce qui est établi dans les normes. Donc du coup, c'est ce qui fait en sorte que, en ce moment, ne respecte plus les lois, fait tout ce qui est différent à ce qui est déjà défini. Et du coup, c'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, quand on voit de telles réactions, qu'effectivement, il s'agit de la crise de l'adolescence. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que à ce moment-là, l'enfant, il est à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte en fait. Il est un peu perdu, il y a une période où il ne sait pas trop qui il est. S'il est encore enfant, s'il est grand, il ne sait pas. Et donc en face de lui, forcément, il va se rebeller à des personnes adultes qui vont lui dicter sa vie, qui le voit comme un enfant, mais lui, il ne se voit pas forcément comme un enfant. Il se voit déjà un peu comme un adulte. C'est un peu ça en fait. Oui, c'est un peu cela. Mais il faut d'abord repartir en tant que tel. Par exemple, on a parlé de la puberté, de connaître un peu aussi qu'est-ce que la puberté. Vous voyez? Parce que la puberté, c'est quoi? La puberté, c'est un changement de période. Hein? C'est une transition. Comme on l'a dit, l'ado, c'est de l'enfance pour passer à l'âge adulte. Et quand on prend la puberté, c'est ce qui est symbolisé par ce changement-là, tant sur le plan physique que psychologique. Donc, l'enfant qui était, la personne qui était encore juste qu'une enfant, arrivé à l'âge de la puberté, il y a des modifications. Et ces modifications-là entraînent quoi? Ça entraîne physiquement, la personne sait, par exemple, nous connaissons tous, la jeune fille va commencer à voir ses règles, au niveau de sa poitrine, il y aura évolution et tout ce qui va avec. Le jeune garçon va commencer à constater que sa voix devient un peu plus masculinisante et du coup, il y a des modifications. Maintenant, qu'est-ce qui s'opère? Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan psychologique, il y a aussi un changement lié soit à l'anxiété, lié soit à une peur, lié soit à une certaine tristesse qui s'ensuit au moment de la puberté. Pourquoi? Parce que vous savez que quand l'enfant évolue, il y a des différents stades d'évolution. Je ne veux pas rentrer par exemple dans les détails. Par exemple pour les mères, quand elles savent que l'enfant a par exemple 3 ans, l'enfant par exemple, on va constater qu'il aime par exemple jouer avec son sexe. Donc il y a des stades définis comme ça où quand il fait ses selles, il préfère mieux pour lui rester sur son pot, il prend plaisir à cela. Donc c'est une sorte d'évolution au niveau de la sexualité. Il va arriver une période, quand on prend l'âge soit de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il arrive que l'enfant, tout ce qui est lié à la sexualité, c'est plus trop son problème. Quand on parle de sexualité, non. Et quand on arrive vers 9 ans, 10 ans, il y a ce réveil-là lié à la sexualité, mais qui va aussi de pair avec ce changement lié à son physique. Quand la jeune fille se regarde, se dit, mais tiens, j'ai maintenant une poitrine. Ça peut être une chose bouleversante pour elle. Soit c'est peut-être trop énorme plus que les autres, peut-être c'est trop petit. Du coup, ça fait en sorte qu'il y a un bouleversement et psychologiquement et physiologiquement. Et du coup, une particularité aussi en cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive que l'on constate que la façon de penser du jeune garçon et de la jeune fille aussi change. Par exemple, c'est la jeune fille, il y a des désirs qu'elle n'avait pas quand elle était enfant. Elle a maintenant soit le désir d'avoir un enfant, le désir de grossesse. Elle commence à prendre conscience de sa féminité. Elle se dit, mais attends, je suis belle, je suis une fille. Et au niveau du jeune garçon, il veut quoi? S'affirmer. Il veut se dire que moi, je suis un homme. Et il y a le réveil sexuel parce que c'est vraiment ce qui est marquant.
c'est que pendant la puberté, ce qui est caractéristique, c'est ce réveil lié à la sexualité. Qu'il y a maintenant aussi des pensées érotiques, donc des rêves liés à la sexualité. Donc du coup, il arrive que c'est ce qui pousse à une certaine perturbation au niveau de l'ado, au niveau des adolescents. C'est comme un homme, il se dit que non, moi je dois avoir par exemple telle paire de telle marque. Mais pourquoi? Parce qu'il se dit que moi je dois impressionner, je dois aimer, montrer à cette fille-là, je dois montrer que moi je suis plus. Donc ça va de pair avec aussi ces changements-là qui influencent sur le comportement. Donc c'est un peu là, donc il faut repartir d'abord sur la puberté, qu'est-ce qu'on est en soi. Il y a des modifications tant sur le plan physique mais aussi sur le plan psychologique. Et il y a d'autres, parfois cela peut bouleverser. On peut voir une fille qui devient par exemple plus refermée, ne veut plus parler, ou c'est un homme qui devient très agité ou refermé, ça dépend. Donc voilà un peu concernant la crise qui peut... Emmanuel, oui. Là c'est là que j'aimerais t'introduire en fait. D'accord. Ce concernant toi, cette étape-là en fait, de l'adolescence, toi comment est-ce que tu l'as vécu? Alors moi j'ai découvert ma puberté je vais rebondir sur l'affirmation en fait. J'ai vraiment découvert ma période de puberté parce que j'ai arrêté de jouer dans la rue. J'ai senti qu'on commençait maintenant à me regarder. Donc du coup, vu qu'à l'époque je jouais au foot, je demandais à mon père qui m'inscrive dans une école. Comme ça, moi, j'aurai mes bottines, je suis propre et tout, voilà. Et après, je suis devenu super maniaque, au fait. Avant, je m'en foutais, hein. Déjà, je suis né dans une famille où nous sommes une douzaine. Je suis le seul garçon. Et voilà, donc, c'est vraiment le boss à la maison, quoi. Ah, le matin, tu te lèves, tout est déjà fait, tes vêtements. Mais après, à un moment, je commençais à avoir une touche personnelle de moi-même. Et du coup, il fallait que je m'organise en interne. Donc, du coup, j'ai arrêté d'abord de jouer dans la rue. J'ai arrêté de jouer dans la rue à 14 ans. Vraiment, voilà. Et je devenais très propre. Donc, même mes sandales et tout. Et même mes soeurs à la maison constataient que je devenais super l'autre là. Et tellement j'ai grandi avec des femmes, parce que j'ai été beaucoup éduqué par mes sœurs. Donc du coup, aujourd'hui, je sais un peu tout faire ce que les femmes font. Ça ne me dérange pas de vivre seule. Et à un moment, elles croyaient même que j'étais afféminé, au fait. Jusqu'au jour où l'ami de celle qui me précède débarque à la maison pour un scandale parce qu'on avait une histoire et tout, voilà. Donc, c'est là où elles se sont dit, donc, voilà, Nanda Koko Sagabiso, quoi, voilà, tu es, voilà, c'est un garçon et tout, et c'était vraiment la catastrophe. Mais après, il y a une chose aussi, c'est que, à ce moment-là, je voulais trouver ma propre identité, au fait. Donc, du coup, déjà qu'à la maison, j'étais très calme, du genre, tu parles pas, tu vas à l'école, et t'es bien, mais à l'extérieur, déjà, c'était le genre, quand j'ai commencé à devenir propre, c'était le genre très identifié, les favoris, la tenue toujours au passé, beaucoup de bruit, chef de classe, je faisais de la musique, je jouais dans la rue avec les autres, je jouais au foot, donc du coup, tu es un peu à gauche et à droite, c'est vraiment toi le boss, le patron, tu as tous les amis, et après maintenant, je commençais à toucher un peu à tout. Du coup, à partir de là, mon père, il prend le dessus et il me dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que ta nature ne peut pas pousser à le faire. Aujourd'hui, tu es en train de le faire, oui, mais ça va te rattraper, crois-moi. Ça va te rattraper. Et donc, du coup, moi, je lui donne une réponse. Je lui dis, au botimoana, mais au botimoté maté. Donc voilà, c'est là où ça a commencé vraiment à se confronter. Lui voulait s'affirmer, moi également. Mais après, au fur et à mesure que tu grandis, je vais dire que l'éducation de la maison, c'est très important. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on va faire, il y a des endroits où ta nature et ton éducation ne peuvent pas te permettre de franchir les barrières, à moins que tu sois possédé, au fait. Et moi, j'ai croisé, par exemple, dans le quartier où j'ai grandi, il y avait tous les gens, il y avait vraiment un méli-mélo de tout le monde. Mais croyez-moi, il y a des choses que j'ai pas fait. Et même les parents croyaient que je faisais. Donc, j'ai pas eu à faire. Ouais, parce que du coup, comme tu étais très calme à la maison, on pouvait spéculer sur ton identité à l'extérieur. Exactement. On pouvait s'imaginer ce qu'on voulait parce que j'imagine que eux, les retours qu'ils avaient, c'était hey, il est comme ça ici. Mais dehors, c'était pas du tout le même enfant. Après, il y avait le poids de la responsabilité aussi. Alors, voilà, papa te fait comprendre que écoute, tu es le seul garçon, moi je suis médecin, ta maman est infirmière, donc tu dois poursuivre tes études. Voilà ce que tu vas devenir, ainsi de suite. En plus, on est très religieux, on est kimonguiste, donc il faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Et je crois que c'est ça qui a fait la base
pour pouvoir aller de l'avant. C'est vrai qu'après, j'ai eu à faire mes propres choix, malgré tout ce qu'ils avaient dit. Tout à l'heure, on va même en parler. Parce qu'après, le talent, il finit toujours par prendre le dessus, hein, peu importe le chemin que tu vas prendre. Voilà pourquoi il faut beaucoup dialoguer avec l'enfant et mieux l'orienter. Mais je pense que la base, c'est surtout l'éducation à la maison et surtout le dialogue, au fait. Ne pas... C'est vrai qu'il peut trouver son propre chemin, mais tu peux l'aider à trouver son propre chemin tout en mettant tes bases à toi. Par exemple, tu peux devenir la personne que tu veux, mais moi je te laisse le choix. Soit tu fais ça, ou on va associer les deux. Voilà, vous trouvez comme un compromis, parce que sinon tu vas l'étouffer et ça va sentir Mobutu à la maison. Un peu comme moi avec les parents, c'était ça, mais plus tard. Voilà, on a pu s'en sortir. Et là, principalement par rapport à son témoignage, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la place ou l'impact de l'atmosphère familiale, dans la cellule familiale, sur un adolescent en fait. En fait, par exemple, j'ai eu à entendre des témoignages d'adolescents qui se sont retrouvés dans la rue ou bien retournés vers la rue parce que à la maison, il n'y avait pas la paix. Ils n'ont pas aimé l'atmosphère familiale, que certainement c'était pas une crise qui devait les emmener dehors, mais le fait que la maison, il y avait des turbulences ou bien un père trop autoritaire ou bien des chamailles, des ceci, que ça conduit l'enfant à se retrouver dehors et dehors, les fréquentations. Et du coup, on va se dire, non, cet enfant est devenu comme si les parents se déresponsabilisent un peu de ce qu'est devenu l'enfant, alors que c'est parti d'une crise qui a existé au sein de la famille. Donc, je vais récapituler ma question. Quel est l'impact de la cellule, de l'atmosphère en famille sur la vie d'un adolescent? Bon, l'impact, comme il venait de souligner, a une très grande importance parce que, comme on dit, c'est là où vit l'adolescent. C'est là où il acquiert une certaine façon, une certaine manière de vivre. Et pour comprendre cela, il faut d'abord essayer de voir comment fonctionne au fait l'ado. On peut imaginer cela comme quoi, par exemple, on l'a eu à voir, nous tous on a entendu parler par exemple de Mowgli ou de Tarzan. Vous voyez, il grandit dans la forêt, il a eu à acquérir un certain mode de vie. Donc quand on lui prend dans le milieu dans lequel il se trouve pour lui mettre en ville, on voit, il est déphasé, il n'a plus de repères au fait. Il est perdu. Donc au fait, quand on voit les adolescents, au fait, c'est une période de turbulence. C'est comme s'ils quittent un monde où il était dans un nouveau monde. Et dans le monde où il se trouve, c'est comme lorsqu'on a écouté le discours, il dit il veut s'affirmer, il veut montrer que ce que je suis, c'est-à-dire qu'il a une image propre à lui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression qu'il est son propre maître. L'ado aime ce qui est nouveau, qui est nouviste. Il crée. Lui, c'est ça, au fait, les choses comme ça que lui, il aime. Du genre, on peut dire, on code un langage que nous-mêmes, on comprend. Soit des écrits, mais c'est nous-mêmes qui comprenons ça, pas les adultes. Il est dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce qu'il arrive maintenant? C'est que, dans son changement, si autour de lui, personne n'arrive à le comprendre, c'est là où maintenant commence à être que je suis dans un terrain où moi, je ne me retrouve pas. Vous voyez? Et quand il ne se retrouve pas pour lui, qu'est-ce qui se passe? Je vais auprès de ceux qui semblent me comprendre. Vous voyez? C'est pourquoi quand tu vas voir une clique, soit si c'est un quartier, des ados, ils sont entre eux parce qu'ils se comprennent. Si moi je me dis que là où je suis, je dois sortir pour rentrer à 18h ou 20h, mais à la maison, papa me dit à partir de 16h, 17h, tu dois rentrer. Ça commence à l'ennuyer. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'a plus de liberté. Parce que lui, il a une certaine liberté où il s'est établi aussi certaines règles à lui. Et dans la maison, quand il voit que moi, on ne me comprend pas, moi, on me juge, on n'a rien à voir avec ce que moi je veux, mon opinion, en ce moment, c'est un milieu qui devient inapproprié pour lui. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'aller à l'extérieur. Quand il va à l'extérieur, en ce moment, il se retrouve. Et surtout, si en allant à l'extérieur, qu'il se rend compte là-bas au moins
soit il y a d'autres qui me comprennent, ou j'arrive à imposer ma loi. Oui, c'est pourquoi quand on voit de la délinquance juvénile, on va essayer de voir un peu, bon, nous connaissons c'est ce qui se passe aujourd'hui avec un peu des ados qui braquent. Mais pourquoi? Parce que c'est un milieu où on se comprend. Or, à la maison, parfois, si ce n'est pas un milieu propice, ça crée quoi? Ça crée un conflit. Et surtout encore, si ce n'est pas une famille... si c'est une famille, par exemple, composée du genre papa a eu une autre épouse et tout, bon, déjà celui qui est là, avec moi, ça ne passe pas. Du coup, tout ce que lui va dire, on va jouer la rébellion. Et du coup, c'est pourquoi il va chercher à faire le contraire des choses. Donc, effectivement, il y a de l'impact. Il y a vraiment de l'impact. Mais sans oublier, je redis encore que chaque cas est un cas. Comme on le dit. Chaque cas est un cas. Pourquoi? Parce que il peut aussi arriver dans le commun des mortels, vous allez voir, mais tiens, c'est une famille quand même qui a des lois, qui a des règles et tout, ça se passe bien, ils écoutent les enfants, mais on peut voir que cet enfant-là est rebelle. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, c'est vrai, c'est un facteur qui influence, mais comme on dit, il y a des cas aussi exceptionnels. C'est comme on va voir, tous ont la même éducation, mais parmi les 5 ou les 6, il y a un, lui, il est plus rebelle que les autres. Donc c'est pour dire que oui, effectivement, il y a de l'impact du milieu, mais sans oublier aussi l'extérieur aussi qui peut aussi être un facteur. Et puis il y a d'autres choses qui rentrent aussi en ligne de compte aussi. Si on n'accepte pas les gens qui sont autour de soi à la maison, ça peut créer aussi que cette atmosphère-là soit défavorable au fait pour celui qui est ado au niveau de la maison. D'accord. Ça me permet aussi de rebondir toujours en partant du témoignage d'Emmanuel qu'il avait avec son père. Comment un parent peut faire quand on est en face de soi un enfant qui est dans cette crise ou dans cette rébellion? Comment établir le dialogue? Parfois, on se dit que le dialogue le plus propice, c'est de l'autorité. Je suis ton père. Ce que je te dis, c'est ce que tu dois faire. Et au lieu de rapprocher, ça éloigne encore plus l'enfant. Et l'enfant va se tourner, soit, ça dépend si dans la famille, il y a un tonton qui est sympa et tout. Ça deviendra ce tonton qui sera le confident et le papa, l'ennemi juré. Mais comment, si je me retrouve en tant que parent dans cette situation, j'ai un adolescent en crise ou en rébellion, comment établir le dialogue de telle sorte qu'il perçoive que je m'intéresse à lui et que je ne voudrais pas être son ennemi, que je suis de son côté. Parce que je pense que tous les parents qui établissent la loi ou bien montrent, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur enfant, c'est juste qu'ils veulent le bien, mais peut-être qu'ils ne le montrent pas de la façon dont l'enfant l'espère. En tant que parent, quelle est l'astuce qu'on ferait? Comme je viens de le dire, c'est difficile de dire voici comment il faut faire, comment il faut faire. Parce que, vous savez, il faut adapter l'éducation par rapport à l'enfant qui se trouve devant moi, par rapport à sa personnalité. Vous voyez? Aujourd'hui, on va dire à un père qu'il n'est pas tolérable de pouvoir soit être sévère avec l'enfant, ou de pouvoir marteler, être dur, établir des règles. Ça peut être bénéfique pour les uns, mais parfois ce ne l'est pas pour les autres. C'est pourquoi tout dépend. Et si je souligne cela, c'est pourquoi il y a d'autres qui vont toujours partir dans le même sens. C'est pourquoi il y a certains parents, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont adapter la même éducation chez tous les enfants. Et ça va rater parfois. Ils ont fait ça chez X, ils ont fait ça chez Y, ils ont fait ça chez Z, mais seront surpris que chez Z, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne sont pas pareils. Mais une chose est vraie, c'est quoi? C'est la communication. Il faut communiquer. Et non seulement qu'il faut communiquer, il faut d'abord comprendre que l'adolescence ou l'âge de la puberté, ce n'est pas une maladie. C'est une période qui est établie comme ça de la vie. Tous doivent passer par cette période de la vie. Seulement le problème, c'est que beaucoup de parents ne connaissent pas
que quand on est à cet âge-là, voici à quoi on peut s'attendre. Vous voyez? Donc, le parent d'abord, s'il ne comprend pas cela, il va, par exemple, il y a un fait qui est sorti quand on a parlé d'envoûtement ou quoi, mais il y a des parents à cet âge-là vont dire on ne comprend pas l'enfant, il adopte un comportement, un caractère qu'on ne maîtrise pas, on va soit l'emmener aller faire des bains, des lavements pour le désenvoûter, parce que ça c'est un esprit impur. Et il y a d'autres où, bon, comme on n'arrive pas à le maîtriser, celui-là, il faut l'envoyer chez l'oncle, parce que moi chez l'oncle là-bas, il y a une certaine rigueur, c'est là-bas où tu vas aller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que à cet âge-là, voici comment se comportent les adolescents, par exemple. Donc, c'est un fait que le parent doit d'abord connaître ça. Parce que dans cette situation-là, et l'enfant qui ne comprend pas comment fonctionne l'adulte aussi ne comprend pas comment fonctionne. Voilà. Et du coup, c'est un conflit de génération. Un, comme je venais de le dire, et deuxièmement, le dialogue va permettre de faire quoi? Un, l'ado, comme je venais de le dire, il a son propre monde. Il a ses propres règles. Donc lui, quand il fait quelque chose, pour lui, il voit que c'est normal. Il se dit, c'est comme ça que ça doit se passer. Vous voyez? Par exemple, quand on reçoit des enfants qui ne s'entendent plus avec ses parents ou quoi, il dit, moi, je ne comprends pas pourquoi, parce que papa me bloque trop, je ne suis pas libre, maman me bloque trop. Mais quand tu écoutes la personne, tu écoutes le patient ou la patiente, elle veut sa liberté. Vous voyez? Mais dans sa liberté, c'est que c'est une liberté sans limite. C'est ça aussi. Vous voyez? Or, le parent sait que... mais avec nous sommes dans une période très délicate. Je ne peux pas laisser que mon enfant puisse rentrer soit à 21h ou 22h. Mais pour lui c'est pas son problème, hein, parce que lui se voit qu'il est robuste, je peux rentrer à telle heure et tout. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que nous remarquons chez nos parents, surtout ici, bon, je ne parlerai pas de l'Afrique, parce que c'est pas parfois dans tous les pays forcément, mais le parent africain, quand on prend congolais, c'est quelqu'un, quand j'ai dit, c'est ça. Il n'y a pas de dialogue. Moi, j'ai dit que c'est à 16h, plus personne ne rentre, plus personne ne sort, c'est ça. Tout le monde se plie. Il n'y a pas de négociation. Et l'enfant, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, moi, on m'interdit? Parce qu'on a l'impression que l'ado raisonne comme l'adulte, dans le sens où il voit les bienfaits, les méfaits, les avantages, les inconvénients. Ce n'est pas ça pour l'ado. L'ado, lui, c'est l'action qu'il voit. Lui, c'est l'action. Moi, je veux aller à la fête. Je vais à la fête. Je suis une fille, j'ai 14 ans et que je dois aller par exemple à une fête là où je suis avec 10 garçons. Je ne vois pas le côté qu'on peut abuser de moi et tout. Ça, c'est le parent qui voit. Donc, le dialogue va permettre aux parents de faire comprendre par exemple à la jeune fille, ah, moi je veux ton bien, tu peux partir. Mais est-ce que tu sais que tu es mettons une jeune fille? Tu as tes règles, tu peux tomber enceinte, mais comme tu vois, ton corps a changé et tout, tu attires aussi les garçons. On peut abuser de toi, regarde les inconvénients, trucs. Donc moi, je ne refuse pas que tu puisses aller à la fête. Tu peux aller à la fête, mais je préférerais mieux, par exemple, que tu sois accompagné et dans le contexte là, regarde, tu vas rentrer à 18h, tu es seul avec la... Donc il y a un dialogue, il y a une communication. L'enfant va savoir que papa m'a refusé d'aller parce qu'il y a tel inconvénient, voilà. Et ça se discute. Mais le problème, c'est que parfois, c'est unilatéral. Fais ceci, fais cela, on dicte. Et troisièmement, dans ce discours-là, il peut aussi avoir échange. Parce qu'il y a des parents qui vont aussi dire que j'échange avec mes enfants. Mais comment se fait le dialogue? Parfois, ils peuvent parler, mais je n'écoute pas l'enfant. Au fait, moi, il suffit, mais il y a dialogue. Mais le dialogue n'est pas fait comme il doit se faire. Ou c'est une mère qui est plus dans quoi? Le jugement. Vous voyez, l'enfant est sorti, l'enfant arrive, bon, on tape. Toi, tu aimes trop te promener. Toi, tu aimes trop sortir. C'est tout. Or, si la maman ne comprend pas qu'à cet âge-là, comme on venait de le dire, à l'âge de la puberté, il y a le désir sexuel qui vient. Et pour chaque personne, ça dépend de comment vient avec cette intensité-là.
Vous voyez, si la jeune fille, pour elle, quand elle vient, elle n'arrive plus à étudier parce qu'elle pense à son ami, bon, j'ai vu un garçon à l'école, quand je le vois, je n'arrive plus, mon cœur est en train de battre et tout. Et dans sa tête, elle se dit, je dois être en compétition avec les autres filles. Parce que moi, c'est ce garçon-là. Et surtout, si le garçon sait qu'il est beau, il y a d'autres filles qui sont plus collées à ce garçon. Elles sont... Voilà. Et du coup, elle se sent... Il y a une frustration. Il y a une frustration en elle. Parce qu'elle se dit que moi, le garçon que j'aime, la fille, il aime d'autres filles. Voilà. Donc, elle commence à être proche vraiment des garçons. Et on va taper, on va blâmer. Et du coup, on ne sait pas pourquoi. Or, c'est d'arriver à faire comprendre à la jeune fille, effectivement, avec l'âge que tu as des désirs, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu ces désirs-là. Tu n'es pas la seule. Mais attention par rapport à ça. Regarde comment il faut faire. Regarde. Donc, c'est vraiment ce dialogue-là. Et de bien faire ce dialogue-là, c'est d'arriver à communiquer. Mais de comprendre comment fonctionnent aussi les ados. Parce que plus on les blâme, plus on les juge, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se referment. Soit ils se referment pour dire on ne me comprend pas, soit ils font la rébellion. Donc tout ce qu'on va dire, lui va faire le contraire. Donc ce sont des choses pour lesquelles vraiment aux parents de comprendre d'abord comment fonctionne l'adolescent et de savoir comment dialoguer et une bonne communication. Parce qu'on peut dire oui, je communique avec l'enfant, mais comment est cette communication-là? Est-ce que du genre, moi j'ai dit, toi tu n'as rien à dire, mais d'apprendre à pouvoir écouter et ce dialogue-là. Donc,